Tout a commencé par la découverte d'une valise chez mon père. Des vieilles photos de la Grande Guerre, des feuilles de cahiers avec des textes recopiés, des livres, on aurait dit un projet inachevé. Je savais que mon père avait un grand frère mort à la guerre en 1915. Et en regardant ces visages de soldats, j'essayais de retrouver les traits de cet oncle que je n'ai jamais connu, mort 30 ans avant ma naissance. À partir de ces photos et ces textes, j'ai construit un voyage imaginaire à la vitesse du train comme à l'époque, pour tenter de mettre des images et des sons sur un monde qui allait disparaître. Ce monde juste avant. 100 ans après la Grande Guerre, le monde d'aujourd'hui n'est pas totalement différent du monde d'hier, dont parle Stefan Zweig. Comme en 1914, le processus de globalisation s'accélère et les technologies avancent à une vitesse foudroyante. Les superpuissances déclinent. Après des décennies de paix au niveau mondial, les alliances pourraient s'enflammer à la moindre étincelle. Notre monde de 2014 est l'héritier direct de ce monde de 1914. 100 ans après, quelle image en a-t-on ? L'été 1914. Stefan Zweig écrit « Rarement j'ai vécu un été qui fut plus luxuriant, plus beau, je dirais presque plus estival. Pendant des jours et des jours, le ciel était de soie, l'air doux sans être étouffant, les prairies parfumées et chaudes, les forêts sombres et touffues avec leur jeune verdure. Dans les grandes villes d'Europe, on se prépare pour la saison à venir. Paris, Vienne, Londres, Berlin, Saint-Pétersbourg, une lumière d'été embellit les rues, les squares, les jardins. Mais au-delà de l'horizon, à l'autre bout du continent, un coup de feu, un coup de tonnerre dans le ciel estival. À Sarajevo, capitale de la Bosnie, pays annexé par l'Empire austro-hongrois, l'archiduc Franz Ferdinand et sa femme Sophie sont assassinés. 5 semaines après, le monde entre dans la guerre la plus destructrice de son histoire. Que s'est-il passé pendant ces 5 semaines d'été ? Quel était ce monde qui, sans le savoir, dansait sur le bord du précipice ? L'Europe était le centre du monde, et au centre de l'Europe, l'Empire austro-hongrois et sa capitale, Vienne. Vienne, comme toute l'Europe, baigne dans la lumière de ce qu'on appelait encore la Belle Époque. On installait des crachoirs dans les mastroquets. Des urinoirs jaillissaient de nos places et de nos jardins publics. La Belle Époque. Les femmes étaient élégantes. Les messieurs fumaient des cigares, portaient des moustaches. Les enfants se taisaient lorsque les adultes parlaient. Les prostituées étaient maternelles. Le progrès était partout. L'hygiène était partout. La Belle Époque. Zunächst einmal muss man sagen, dass Wien in der Zeit um 1900, also im frühen 20. Jahrhundert, eine sehr multikulturelle Stadt war. Weil ja Wien die Metropole der österreichisch-ungarischen Monarchie war
und aus allen Landesteilen dieser Monarchie Personen hergezogen sind, aus beruflichen Gründen, manchmal auch aus privaten Gründen, aber doch primär aus beruflichen Gründen, weil sie hier ihre kulturellen Berufe ausüben konnten. Un des livres dans la valise était Le Monde d'hier de Stefan Zweig, où il fait renaître la vie à Vienne en 1914. Quand j'essaie de trouver, pour l'époque qui a précédé la Première Guerre mondiale et dans laquelle j'ai été élevée, une formule qui la résume, je me flatte de l'avoir le plus heureusement rencontrée quand je dis « c'était l'âge d'or de la sécurité ». Tout dans notre monarchie autrichienne, vieille de près d'un millénaire, semblait fondé sur la durée. Encore aujourd'hui, la puissance et la richesse de l'Empire austro-hongrois s'affichent avec fierté autour de Ringstrasse et le Hofburg. Les Habsbourg règnent sur le centre de l'Europe depuis des siècles. En 1914, l'empereur Franz Joseph a 83 ans et cela fait 65 ans qu'il règne. L'homme le plus vieux du monde, comme disait Joseph Roth. Il était non seulement empereur, mais aussi mais même lui ne pouvait pas arrêter le monde de tourner. War unglaublich viel Neues da, Neues, mit dem man offenbar noch nicht wirklich gut umgehen konnte und das in seiner Dimension noch nicht einordnbar auch war. Am deutlichsten sieht man es natürlich auch in Wien in der Architektur, wenn Sie etwa diese radikale Modernität von Adolf Loos Oui, la modernité venait jusque sous les fenêtres de Franz Joseph. L'immeuble aux lignes épurées de Adolf Loos, appelé la Maison sans sourcils, se dresse juste en face de Hofburg. Franz Joseph, qui ne pouvait pas la supporter, ordonna qu'on garde fermés les rideaux de ce côté-là. « 1913, c'est le summum d'une communauté européenne d'intellectuels, d'hommes de l'art, donc d'écrivains, de chercheurs. Il y a des textes de Freud, justement, qui tournent juste autour de la charnière 1914. Je dirais, d'un côté, Totem et Tabou, 1912-1913, avec la bagarre autour des édulcorations jungiennes, disons, c'est-à-dire autour du problème du meurtre et de la réalité du meurtre. Et puis, les considérations actuelles sur la guerre et sur la mort, quand même 2 ans après, où l'ancêtre meurtrier est d'un seul coup réactualisé sous la forme de la boucherie des tranchées. Chez les non-rosés, l'action se trouve complètement inhibée et totalement remplacée par l'idée. Le primitif, au contraire, ne connaît pas d'entrave à l'action.
Ces idées se transforment immédiatement en actes. On pourrait même dire que chez lui, l'acte remplace l'idée. Et c'est pourquoi, sans prétendre clore les discussions, nous pouvons risquer cette proposition. Au commencement était l'action. Le psychisme individuel internalise, si j'ose dire, tous les conflits du monde et transforme la scène intérieure en un champ de bataille des conflits sociaux et culturels, religieux, idéologiques de toute l'époque. Ce champ de bataille intime fait sa rentrée sur la scène littéraire avec le monologue intérieur, dans Le lieutenant Gustl d'Arthur Schnitzler, et son jeune héros qui, à la veille de se battre en duel, s'ennuie à mourir à l'opéra. Combien de temps ça va encore durer? Il faut que je regarde ma montre. Seulement 10 heures moins le quart. J'ai l'impression qu'il y a 3 heures que je suis à ce concert. Qu'est-ce que c'est au juste? Voyons le programme. Ah oui, effectivement. Un oratorio. Patience, patience. Même les oratorios ont une fin. À l'opéra, je m'amuse toujours, même quand c'est ennuyeux. Après-demain, je pourrais justement y retourner pour voir la Traviata. Mais après-demain, je suis peut-être un homme mort. In der katholischen Kirche war ja Sexualität etwas Sündhaftes, Verbotenes, Schlechtes. Und daher war es fast logisch, dass ein jüdischer, in dem Fall Wissenschaftler, die Sexualität thematisiert hat. Und wir wissen natürlich, dass das Thema der Sexualität in allen Künsten in der Zeit ganz wichtig wurde. Denken Sie an Schiele, dessen Malerei als Pornografie zum Teil galt und der ja Mädchen mit offenem Schritt gemalt hat. Ils sont tous avec l'idée que Freud est en train de briser le creuset, malgré tout le creuset que le romantisme allemand avait découvert, c'est le creuset de la création. Alors pourquoi est-ce qu'il est en train de le briser? Mais à cause du sexuel, bien évidemment. Und in der Musik, denken Sie an Verklärte Nacht von Schönberg. Das ist ja ein Hohelied der Liebe, die aber nicht jetzt legitimiert ist durch eine Hochzeit oder durch die Kirche. In Wien war es eher so, dass die Komponisten auf den alten Bahnen weitergehen wollten, aber eben weitergehen. Schönberg hat ja immer gesagt, er will nicht moderne Musik schreiben, weil modern ist zu sehr gekoppelt mit dem Wort Mode. Und Mode ist nicht gut. Und Schönberg hat ja auch selber nie moderne Komposition unterrichtet. Er hat nur alte Komponisten analysiert und gesagt, Beethoven macht es hervorragend, macht es auch so gut, aber mit modernen Mitteln. Aujourd'hui, je peux faire en 3 heures le voyage en train de Vienne à Budapest.
en traversant le centre de l'Europe. Comme à Vienne, la splendeur du passé impérial de Budapest s'affiche encore fièrement aux façades de ses palais, aux avenues magnifiques. Magyarország lakosságának kb. Az 50%-a nem magyar volt, hanem szlovák, román, szerb, rutén, német. De azoknak, akik újságot olvastak abban az időben, azoknak az a meggyőződése Magyarországon, hogy Szerbia veszélyes, hogy Oroszország veszélyes, és más országokban is hasonlóképpen, Németországban is az a meggyőződés, hogy őket bekerítették, és a Francia-Orosz Szövetséggel szemben csak fegyverrel boldogulhat. Dans Le Monde d'hier, Stefan Zweig évoque l'affaire Redl qui a secoué l'Europe en 1913. Le colonel Redl, chef des services secrets de l'armée austro-hongroise, d'origine ruthène, une des minorités de l'Empire, s'était hissé au plus haut rang de l'armée. Homosexuel, il fut victime de chantage et fournit des détails des plans d'attaque de l'armée impériale aux Russes. Exposé, Redl est poussé au suicide. Dans le film d'István Szabó, l'archiduc Franz Ferdinand explique à Redl ses plans pour préserver la monarchie. Deswegen kann der Angeklagte in diesem Prozess kein Österreicher sein, erst recht kein österreichischer Aristokrat. Wir würden sonst den Glauben an die Armeeführung schwächen. Ebenso wenig kann er ein Ungar sein. Wir leben schließlich in einer dualistischen Monarchie und es wäre nicht ratsam, einen inneren Feind zu reizen. Er darf ferner unter keinen Umständen ein Böhme sein. Die Böhmen demonstrieren da und veranstalten Parlamentsskandale. Die haben zu viele Unabhängigkeitsbewegungen und würden den Fall ja nur als Provokation auffassen. Schon gar nicht darf es ein Jude sein. Denken Sie an die Dreyfus-Affäre, die ganz Europa in Aufruhr gebracht hat. Wir würden damit internationale Empörung auslösen, von den Kontakten des Kaisers zum Bankhaus Rothschild gar nicht zu reden, die von vitalem Interesse für die Monarchie sind. Und schließlich darf er kein Serbe und kein Kroate sein. Das ist eine zu gefährliche Zone, da müssen wir anders zupacken. Sie haben ungarisches Blut in sich. Ruthenisches. Sehen Sie, das ist es, was wir brauchen, ein Ruthen. Két dolog volt fontos számomra, ami miatt úgy éreztem, hogy ezt a filmet meg kell csinálni. Az egyik a hűség valamihez, ami a hűség egy ideológiához, ami végül is nem volt hű ő hozzá. Tehát hűnek lenni a monarchiához, hűnek lenni a császárhoz, mert úgy érezte ez a fiatalember, hogy a császárnak és a monarchiának és a monarchia szellemének, a monarchia ideológiájának köszönhet mindent. És végül is ez az ideológia, ez a monarchia nem volt hű ő hozzá. Das Bild eines gemeinsamen Feindes, der für sie greifbar ist, sie bedroht. Das Gefühl der Angst, verstehen Sie? Das ist das Einzige, was ein Heer wirklich hart macht. Überlegen Sie, Oberstleutnant. Prüfen Sie die laufenden Fälle und unterbreiten Sie mir in Bälde einen Vorschlag. Ein Aspekt, das sollte möglichst irgendeinen Bezug mit dem Balkan und die Wirkung russischer Kräfte dahinter stehen. Eventuell französische. A másik dolog, ami nagyon fontos volt, az, hogy használ a politika egy embert, akit aztán eldob, ha nincs rá szüksége. Tehát a show processz, ugye a kirakat per. Óra 13 óra 4 perckor, 18 perc múlva az 5.
Vienne, au début du siècle dernier, les cafés accueillent la vie culturelle. Peintres, musiciens et écrivains se retrouvent au Sperl, au Grünsteidl et au Café Central. Peter Altenberg écrit ses histoires assis aux tables du Café Central dont il a mis l'adresse sur ses cartes de visite. Il y croise Stefan Zweig et Lénine et Trotsky penchés sur leur échiquier. En 1913, Altenberg collabore avec Alban Berg sur une série de chansons, les Altenberg Lieder, dont les paroles s'inspirent de messages trouvés sur des cartes postales. La première, le 31 mai 1913 au Wiener Musikakademie de Vienne, donna lieu à ce qu'on a appelé le Skandalkonzert. Dirigé par Arnold Schönberg, le programme est un showcase pour l'école de Vienne. Webern, Schönberg, Berg et Mahler. Pendant les Altenberg Lieder, une émeute éclate dans le public, avec bagarre généralisée, le public hurlant qu'il faut envoyer Berg et Altenberg à l'asile. La salle de concert est vidée avant que l'orchestre ait pu jouer le dernier morceau, le premier des Kindertotenlieder de Mahler. Mahler, c'est un dépassement permanent de la beauté par même sa dérision. Il y a toujours un au-delà chez Mahler, ça ne s'arrête jamais. Et je pense que ça correspond assez à cette époque torturée, dans laquelle les certitudes du passé étaient en train de s'évanouir et où l'avenir était encore un peu dans le brouillard. Vienne était-elle une ville plus obsédée de sexualité? Déjà, du vivant de Freud, c'était un sujet de polémique soulevé par les ennemis de la psychanalyse qui disaient « mais des idées aussi scandaleuses ne peuvent avoir germé que dans une ville vraiment très débauchée, très licencieuse ». À la mort de Gustav Mahler, après ce mariage décevant et grâce à ses charmes manifestement considérables, Alma put piocher dans le Gotha du monde artistique de Vienne pour afficher un tableau de chasse non exhaustif, mais néanmoins impressionnant. Gustav Klimt, Walter Gropius, Oskar Kokoschka, Franz Werfel, Thomas Mann, Wassily Kandinsky.
Pendant toute l'année 1913, Oskar Kokoschka travaille sur un énorme tableau qui est, comme il le disait, aussi grand que le lit qu'il partage avec Alma. Une fois le tableau terminé, Alma promet qu'elle sera à lui. Évidemment, l'œuvre terminée, elle s'en va avec Walter Gropius. Le tableau montre Oskar et Alma dans les bras l'un de l'autre, couchés dans une tempête de couleurs tournoyantes. Dans les derniers jours de 1913, toute l'incertitude et la violence des changements à venir peuvent se lire dans cette fiancée du vent. Autour les feux, les peuples montent en flammes d'or. La fiancée du vent, embrasée, se jette ivre de mort sur la falaise noire. Loin des salles de concert de Vienne, de Mahler, de Schoenberg, de Berg, j'imaginais mon oncle à 25 ans, au Music Hall, au nord d'Angleterre, écoutant le tube de l'année 1913, qui s'appelait en plus « Last night was the end of the world ». La nuit dernière était la fin du monde. Au moment même où cette déferlante de la presse industrielle inonde Vienne, Karl Kraus en mesure les effets destructeurs et les effets, je dirais, de nivellement culturel. Le plus sacré problème de cette époque est qu'elle a du papier et que ce qui s'imprime, cela vient-il même du rectum, agit comme verdict et comme humour. Il y a chez Karl Kraus un extrémisme, une radicalité paradoxale qui rend Karl Kraus à la fois excessif et forcément contestable, et puis impressionnant, prophétique. Les exagérations de Karl Kraus ont un pouvoir de décapage des mensonges de la culture contemporaine absolument inouï. Le journalisme ne sert qu'en apparence le quotidien. En vérité, il détruit la réceptivité spirituelle de la postérité. Karl Kraus hat einmal geschrieben, die Doppelmonarchie Österreich-Ungarn ist eine Versuchsstation für den Weltuntergang. Und da ist was dran, nicht? Weil natürlich alle... Das ist Karl Kraus. Karl Kraus. Ja, ja. Weil alle Tendenzen sich in diesem Melting Pot in Wien, in diesem Schmelztiegel wiedergefunden haben. Wien, dürfen Sie nicht vergessen, war damals eine der ganz großen Städte Europas. Also wir hatten damals 2 Millionen Menschen, die hier gelebt haben, und da waren alle dabei. Wir haben hier alle Nationalitäten, alle Sprachen gehabt. En 1906, Robert Musil publie Les désarrois de l'élève Torles, où un pensionnat à la discipline militaire sert de métaphore pour la décadence de l'Empire austro-hongrois. Musil y examine l'ambiguïté des comportements qu'on peut avoir face à l'injustice et à la brutalité. En 1966, Volker Schlöndorff en fait son premier film. Ils sont tous donc sujets de l'empereur François-Joseph, mais en même temps, il y a une classe dominante, si vous voulez, des Herrenmenschen, il y a les maîtres, la maître race, et c'est les Autrichiens. Et c'est de là que vient toute l'idée de Hitler de la Herrenrasse. Et ils doivent l'être pour se légitimer de dominer les peuples du Balkan et de tout cet empire qui était véritablement diversifié, polyglotte, multinational et tout. Et ça fonctionnait grâce à une sorte d'hierarchie à l'intérieur de ça. Et donc les élèves désignent l'un d'eux qui s'appelle Basini, donc un nom italien,
comme quoi il est différent des autres et toute la, si vous voulez, l'unité des autres se fait dans la haine de cet individu qui, soi-disant, est différent. Charles, du musst mir helfen. Ich halte es nicht mehr aus. Sie quälen mich noch tot. Ich kann dir nicht helfen. Aber du warst doch vor kurzem noch so nett zu mir. Schweig davon. Das war nicht ich. Ich kann es nicht mehr länger ertragen. Du fühlst, dass du leidest und willst dem entgehen. Ja? Mach, was du willst. Da, sieh doch, was sie mit mir gemacht haben. Musil décrit ça très bien aussi dans son grand roman L'homme sans qualité. Cet empire multinational, multireligieux, multilangue a tenu ensemble jusqu'à l'abolition du servage en Russie, si je puis dire. C'est-à-dire jusqu'au moment où il y a eu des mouvements libertaires un peu partout en Europe, à partir du milieu probablement du 19e siècle. Donc, c'était sur le point d'éclater. Un des livres qui fait le mieux revivre les derniers jours de l'Empire austro-hongrois est La marche de Radetzky de Joseph Roth. À l'aide de ces jumelles, Franz Josef distinguait les évolutions de chaque groupe. Ils ressentirent quelques minutes l'orgueil de son armée et quelques minutes aussi le regret de sa perte. Car il la voyait déjà mise en pièces, dispersée, morcelée entre les multiples nations de son vaste empire. Il voyait le grand soleil de Habsbourg descendre, fracassé dans l'infini où s'élaborent les mondes. On parle de double monarchie austro-hongroise qui s'appuie à la fois sur Vienne et sur Budapest. Dans les différents mouvements nationalistes, tchèques, slovaques, slovènes, croates, bosniaques, il y a certains partisans d'une recomposition complète, d'une autonomie, d'une dissolution de l'Empire à leur profit, et donc qui évidemment menacerait la survie même de l'Empire des Habsbourg en tant que structure multinationale, multiethnique, centrée sur Vienne et Budapest. Ma famille, du côté de mon père, donc vivait en Bohême de Sud, c'est-à-dire en Autriche-Hongrie. Ma famille, du côté de ma mère, était en Italie centrale, ce qui fait qu'à partir de 1915, mes deux familles se faisaient la guerre. D'ailleurs, j'ai eu un grand-oncle officier de l'armée austro-hongroise qui combattait sur le front italien. Et de l'autre côté de ce même front, il y avait mon grand-père, touché par des éclats d'obus très vite dans les premières semaines, ce qui l'a paralysé à vie. Donc,
avec un peu de chance et avec un peu d'imagination, c'est mon grand-oncle qui a balancé l'obus en question. En se réveillant un matin après des rêves agités, Grégor Samsa se retrouva dans son lit métamorphosé en un monstrueux insecte. Il était sur le dos, un dos aussi dur qu'une carapace. Et en relevant un peu la tête, il vit, bombé, brun, cloisonné par des arceaux plus rigides, son abdomen sur le haut duquel la couverture, prête à glisser tout à fait, ne tenait plus qu'à peine. Ses nombreuses pattes lamentablement grêles par comparaison avec la corpulence qu'il avait par ailleurs, grouillaient désespérément sous ses yeux. « Qu'est-ce qui m'est arrivé ?» pensa-t-il. Ce n'était pas un rêve. Sa chambre, une vraie chambre humaine, juste un peu trop petite, était là, tranquille, entre les 4 murs qu'il connaissait bien. Le regard de Grégor se tourna ensuite vers la fenêtre, et le temps maussade, on entendait les gouttes de pluie frapper le rebord en zinc, le rendit tout mélancolique. « Et si je redormais un peu et oubliais toutes ces sottises ?» se dit-il. Tahleta příhoda se stala někdy v 70. letech, když jeden badatel se snažil dostat do archivu, kde jsou informace o Kafkovi a o tom, jak pracoval v dělnické úrazové pojišťovně. A on si sem posílal spoustu žádostí a potřeboval prostě jako se dostat do toho archivu. A vůbec nikdo s ním jako nechtěl spolupracovat. A až se mu to podařilo, nějaký člověk z toho archivu mu napsal: tak víte co, možná když byste měl zvací dopis od pana Kafky, tak to by vám pomohlo. Journal de Franz Kafka, le 2 août 1914. Matin, l'Allemagne déclare la guerre à la Russie. Après-midi, piscine. Peut-être la frustration tchèque, et en l'occurrence pragoise, peut donner plus facilement naissance à un Kafka, c'est possible. C'est un monde, je n'irai pas jusqu'à dire isolé, mais effectivement en marge de l'Empire. Les Tchèques, ils ont la particularité qu'effectivement, pendant des siècles entiers, ils étaient au centre de l'événement, qui n'ont jamais provoqué eux-mêmes, à moins de remonter jusqu'au XVe siècle. Et effectivement, tout le monde, à peu près tout le monde en Europe, est passé par la Bohême, la Moravie. Bon, donc l'expérience de ce type-là, sans doute, rend l'absurde plus présent, plus lisible. Oui. En 1914, la ville de Trieste fait partie de l'Empire austro-hongrois. C'est son seul port important sur la Méditerranée, au point de rencontre des influences latines, germaniques et slaves. C'est une ville cosmopolite où l'on peut croiser dans la rue James Joyce, Italo Svevo, Rainer Maria Rilke et Lou Andreas Salomé. À mesure que l'orage s'approche, chez les intellectuels italiens de ces régions-là, je pense à la Vénétie, je pense à Trieste, certains vont essayer jusqu'à la fin presque de plaider la raison du cosmopolitisme, de dire mais non, on peut tout à fait continuer à s'entendre, on n'est pas obligé de faire la guerre. Mais à mesure que ça s'approche et que, notamment quand la guerre se déclenche, à laquelle l'Italie ne participe pas tout de suite, eh bien, on va voir la plupart des intellectuels de ces régions basculer du côté de la cause nationaliste italienne.
Marinette dit « Nous sommes sur le promontoire extrême des siècles ». Il dit aussi « La guerre est l'hygiène du monde ». Le manifeste de futurisme, déjà, en 1909, est un manifeste au relent fortement nationaliste. Et les futuristes sont majoritairement des nationalistes. Ils sont persuadés que la révolution technologique, la machine, la voiture, l'avion vont marquer le triomphe définitif de l'homme sur la nature. Les futuristes donnaient des titres à leurs tableaux, tels que « Dynamisme d'un joueur de foot »,« Dynamisme d'un cycliste ». Ora, io capisco molto di più chi ha creduto nella guerra fino in fondo, non condivido affatto, sono al contrario, ma uno scrittore come Ernst Jünger, ad esempio, che ha creduto nella creatività della guerra che può formare un carattere e coerentemente va avanti, fino alla fine, in questa posizione che non si lascia turbare dagli spaventosi massacri. Quello che è più strano è pensare a quanti siano andati in guerra, non i soldati naturalmente, non la massa, non la truppa, non la carne da cannone, ma semmai gli ufficiali, pensando a una bella avventura. E poi a Verdun si stupisce. Ora, questo, ripeto, non è un giudizio, perché certamente io sarei stato come loro, perché non credo di essere particolarmente intelligente. No? Però è strano immaginare, perché io per esempio non sono mai stato in guerra, non ho mai né piantato una baionetta nella pancia di un altro, né l'ho ricevuta, però ho abbastanza fantasia per capire che questa è una cosa terribile. Très loin de l'esthétique des futuristes, Chirico a dit « L'art a été libéré par les philosophes et les poètes modernes. » Les véritables bons artistes sont des philosophes qui ont dépassé la philosophie. Est-ce pour cela qu'Apollinaire a appelé certains tableaux de Chirico « paysages métaphysiques » ? Il y a ce tableau d'un buste antique qui représente apparemment Apollinaire avec des lunettes de soleil. Le télescopage des époques. On voit très bien l'angoisse métaphysique de l'homme devant les choses, y compris devant les choses qu'il a lui-même créées. L'Italie, en 1911, déclare la guerre à l'Empire ottoman, c'est quand même une des mèches qui va mettre le feu aux poudres. C'est la Libye, l'enjeu, la guerre de Libye, qui a été, par la classe intellectuelle italienne, par les poètes, par les écrivains, par les intellectuels, par les philosophes, qui a été saluée quasiment de façon unanime. La Serbie s'est libérée de l'Empire ottoman en 1830. Et dans les années d'avant-guerre, sous le règne du roi Pierre Ier, la Serbie est réputée pour avoir le régime le plus démocratique de la région. Evropu, zato što kao što znamo, Dunav je od nekih samih početaka bio mnogo više granica Evrope, koji je odvajao od onoga što je na istok. Prema tome, još od rimskog vremena za Srbiju, mislim, za ovaj prostor koji je bio pod Rimom, Dunav je bio granica prema varvarima. U kasnije vreme Dunav je bio u srpskoj svesti nešto što je odvajalo srpski narod na one koji je živeo u Austrijskom carstvu i one koji je živeo u Osmanskom carstvu. Tako da je i u tom smislu on više razdvajao nego što je spajao. I on je, ja mislim da je za njega najtačnije reći da je on jedna fantomska granica. Comme pour les tremblements de terre ou les éruptions de volcans, la folie des hommes peut frapper exactement au même endroit et pour les mêmes raisons, des décennies plus tard.
Osmansko carstvo dolazilo je postepeno na Balkan, počevši od 14. veka pa nadalje. I ono je donelo u tom trenutku kad je došlo jednu značajnu modernizaciju balkanskim krajevima, koji su pre toga bili podeljeni na male feudalne kneževine, koje su uglavnom bile međusobno sukobljene i u raznim vrstama konflikta. Prema tome, Osmansko carstvo je svo bilo sastavljeno od različitih nacija i različitih vera, ali ovde razvoj išao brže zbog blizine Evrope i pre svega zbog uticaja iz Austrije. D'un côté, on a celui qu'on appelait le fameux homme malade de l'Europe, l'empire turc qui s'affaiblit, et de l'autre, on a deux puissances qui retrouvent aussi des intérêts divergents dans les Balkans, qui sont d'une part l'empire d'Autriche-Hongrie et d'autre part la Russie. Or, les Slaves sont nombreux dans l'empire austro-hongrois et donc évidemment toute crise à l'intérieur de l'empire risque de mobiliser la Russie. On peut dire que la double poussée austro-hongroise et russe au détriment de l'empire turc pour ce qui est de la Bosnie annexée par l'Autriche-Hongrie à partir de 1908 se retrouve dans les Balkans, qui devient véritablement une poudrière et qui de fait sera le lieu du déclenchement du conflit. Slušali ste gradske vijesti na anteni Sarajevo. Na drugi učesnik je u saobraćaju. La Bosnie était au bout de l'Empire, la dernière frontière. Un endroit où entraient en collision des clans rivaux, des religions et des nationalités différentes. Des siècles d'occupation de l'Empire ottoman musulman avaient laissé leur empreinte sur les habitants, leurs vêtements, leur comportement, leur architecture. C'est là que le 28 juin 1914, l'archiduc Franz Ferdinand a eu la malheureuse idée de venir inspecter l'armée impériale. Vrlo je zanimljiva transformacija Gavrila Principa od trenutka kada je izvršio atentat do danas. On je u to vreme i on je tada bio neka vrsta negativnog junaka koji je Srbiju uveo u taj rat. Tokom 20. veka on je menjao uloge. U vreme socijalizma on je čak bio borac za ekonomske prava, maltene neka vrsta preteče komunizma, ali je od vremena jugoslavskih ratova 90. godina on konačno u udžbenike ušao sa svojom slikom ispod koje piše srpski. I ja mislim da je danas nedvosmislena predstava o njemu kao nacionalnom heroju. Dans Le Monde d'hier, Stefan Zweig décrit feu l'archiduc Franz Ferdinand. Mais pour faire honneur à la vérité, on ne pouvait lire sur les visages aucune consternation ni aucune amertume. Car l'héritier du trône était nullement aimé. Je l'avais souvent observé au théâtre. Il était installé dans sa loge, puissant et large, les yeux froids et fixes, sans jeter sur le public un seul regard aimable ou encourager les artistes par de chaleureux applaudissements. On ne le voyait jamais sourire. Aucune photographie ne le montrait dans une attitude un peu abandonnée. Il n'avait aucun sens de la musique, aucun sens de l'humour, et sa femme avait la même mine revêche. Lorsque tout est fini,
j'avais fait mes malles en vue de mon voyage en Belgique où j'irais retrouver Verhaeren, mon travail était en bonne voie, qu'est-ce que cet archiduc mort dans son sarcophage avait à faire avec ma vie? Comme Stefan Zweig, ceux qui peuvent prendre des vacances s'y préparent, sans se soucier des événements dans les Balkans. La plus grande partie des populations ignore ce qui se trame derrière les portes closes de certains états-majors ou chancelleries, à Vienne ou à Berlin. Personne ne se représentait la guerre et personne ne la croyait possible. Comment a-t-on pu passer aussi rapidement, sans aucune transition, de cet apogée de la civilisation occidentale à ce qui est le premier acte de son suicide? Au début du XXe siècle, tout s'accélère d'un coup. La richesse de l'Europe, basée en grande partie sur l'exploitation de ses colonies en Afrique et en Asie, pousse les avancées technologiques à un niveau jamais vu. On découvre dans les capitales européennes les toutes récentes inventions qui vont transformer le XXe siècle et envahir notre vie quotidienne aujourd'hui, pour le meilleur et pour le pire. Après la presse à grand tirage, l'industrie du disque, avec celui qui était premier à vendre 1 million de disques, Enrico Caruso. Le cinéma rentrait dans la vie des gens, et à quelques mois de la Grande Guerre, un personnage des plus angoissants captait toute l'attention des Français. Le cinéma donnait aussi la possibilité de voir les images du monde entier. Des États-Unis, par exemple, en février 1914, la première apparition à l'écran du personnage de Charlot. Des États-Unis aussi, le cinéma montrait des images des usines Ford de Detroit. Une autre sorte de première, le travail à la chaîne et un nouveau vocabulaire. Taylorisme, rationalisme, standardisation. Et le témoignage d'un auteur français, Louis-Ferdinand Céline. Les ouvriers penchés soucieux de faire tout le plaisir possible aux machines vous écœurent. Alors passez du boulon au calibre, et des boulons encore. Au lieu d'en finir une bonne fois pour toutes avec cette odeur d'huile, cette buée qui brûle les tympans et le dedans des oreilles par la gorge. C'est pas la honte qui leur faisait baisser la tête. On cède au bruit comme on cède à la guerre. On se laisse aller aux machines avec les 3 idées qui restent à vaciller tout en haut derrière le front de la tête. C'est fini. Partout ce qu'on regarde, tout ce que la main touche, c'est dur à présent. Et tout ce dont on arrive à se souvenir encore un peu est raidi aussi, comme du fer, et n'a plus de goût dans la pensée. On est devenu salement vieux d'un seul coup. L'Europe qui entre en guerre en 1914 est une Europe qui a connu une révolution industrielle, un développement très important, le développement de mouvements ouvriers qui prennent notamment la forme du syndicalisme, de partis socialistes plus ou moins radicaux.
Les révolutions industrielles jouent un rôle considérable, à la fois dans la puissance, la potentialité et les rivalités entre les différentes puissances, mais aussi dans leur structure sociale intérieure, et évidemment dans la naissance de nouveaux conflits et de nouvelles luttes qui sont liées justement à cette révolution industrielle, et qui vont jouer un rôle évidemment absolument fondamental dans toutes les politiques qui vont être menées en 1914. Les années de la terre, debout les forçats de la faim, la raison tonnant contre la terre, c'est l'éruption de la faim, c'est la lutte finale, au fond des lois, la terre Au moment où certains artistes révolutionnent la façon d'exprimer l'expérience humaine dans la peinture et la musique, d'autres, comme Gorman et Kuhn, utilisent la nouvelle technique de la photo pour fixer la mélancolie d'un monde en train de disparaître. Je me suis plongé de nouveau dans le regard de ces jeunes soldats anglais. Est-ce mon oncle, celui qui lit une lettre de sa fiancée, et qui ignore que certaines des décisions qui le mèneront à la mort sont en train d'être prises, ici, à Berlin, pendant l'été 14. L'Allemagne, jusqu'au milieu du 19e siècle, c'était une espèce de mosaïque héritée de la guerre de 30 ans. Et donc depuis 1668, ça n'avait pas vraiment bougé. Il y avait un besoin de rattrapage. Et vers 1900, l'Allemagne avait le sentiment d'avoir rattrapé les autres. Et puis éprouvait le sentiment d'une sorte de mauvaise volonté de la laisser se développer. C'était une société largement bloquée. Et en même temps, il y avait ce foisonnement sur les marges. Partout où il y avait de la création. Donc c'est contradictoire. Je me demande si on a eu dans les 2 derniers siècles un moment où la tension entre les forces qui s'accrochaient au passé et les forces qui étaient tournées vers le futur était aussi énorme. À partir de 1912, Ludwig Meidner, précurseur des expressionnistes, peint sa série de paysages apocalyptiques, où des scènes de destruction, de villes en feu, d'explosions évoquent de façon troublante ce que l'Europe allait vivre 2 ans plus tard. D'un coup, la modernité va arriver, elle est déjà là, tous les artistes l'ont anticipé, ce sont aussi les expressionnistes allemands, c'est incroyable. On les oublie souvent dans cette émergence comme ça de la modernité et de cette idée que quelque chose se défait. Il reste encore quand même la figuration, et d'un coup, le monde disparaît. Le monde disparaît des toiles avant qu'il ne disparaisse des écrans radars. Kandinsky, qui aimait beaucoup la musique, appelait certaines de ses toiles les improvisations. Pour la période après 1900, ce qui m'a le plus
marqué à propos de toutes sortes de raisons, par son internationalisme aussi bien que par ses résonances nationales. C'est La Montagne magique. C'est le roman européen de l'époque, pour moi. En 1912, Thomas Mann rend visite à sa femme en cure au sanatorium de Davos. Ce séjour lui inspira les premiers chapitres de La Montagne magique. Dans ce roman, Mann étudie à la loupe une société préoccupée par la maladie et la mort. Une société qui pourrait être l'Europe au bord de la crise, isolée dans son air raréfié en haut des cimes suisses. Dans la préface, il parle de cette période pendant laquelle tant de choses ont commencé, qui depuis ont sans doute à peine cessé de commencer. En mai 1913, l'empereur allemand, le Kaiser Wilhelm II, marie sa fille Victoria Louise à Berlin. Sont invités les têtes couronnées d'Europe, notamment Georges V d'Angleterre et Nicolas II de Russie. Tous trois descendants de Victoria, ils s'appellent entre eux Willy, Georgie et Niki. Ce mariage sera la dernière occasion pour ces familles royales de se voir entre elles. Un an plus tard, Willy sera en guerre avec Niki et Georgie et 19 millions de personnes vont mourir. Friedrich Wilhelm Victor Albrecht de Hohenzollern, Kaiser Guillaume II, troisième et bientôt dernier empereur allemand, ainsi que neuvième et bientôt dernier roi de Prusse. Quand la reine Victoria est morte en 1901, c'est son petit-fils Guillaume II qui lui a fermé les yeux. Guillaume adorait les uniformes. Il en avait plus de 200. Et il avait aussi des moustaches viriles. Guillaume passait une grande partie de l'année en dehors de Berlin et de Potsdam. Au printemps, il effectuait une croisière en Méditerranée, en été sur la mer Baltique, en automne, il s'adonnait à la chasse. Est-ce que ces absences répétées laissaient de la marge pour les plus bellicistes de son état-major aux fins de préparer activement la guerre ? L'Allemagne pensait à ce moment-là que c'était le bon moment pour déclencher une éventuelle guerre parce que la Russie n'était pas encore à plein régime en termes de mobilisation et d'armement. Autrement dit, l'Allemagne a joué la carte du plein soutien à l'Autriche-Hongrie et donc à la montée de l'escalade dans les rapports de force avec la Serbie. Le 23 juillet, presque un mois après l'assassinat de Sarajevo, l'Empire austro-hongrois, surmaintenant de l'appui de l'Allemagne, envoie un ultimatum en 23 points à la Serbie. Srpski odgovor na austrijski ultimatum zapravo bio diplomatskim jezikom vrlo pomirljiv i Srbija je prihvatila sve tačke ultimatuma osim tačke da austrijske policijske snage vrše istragu na teritoriji Srbije. L'assassinat de François Ferdinand était l'occasion pour l'Autriche-Hongrie de régler son compte en quelque sorte à la Serbie. De son côté, la Russie ne pouvait plus perdre la face en ne soutenant pas un peuple slave qu'elle prétendait protéger. Et donc elle était évidemment là en soutien
à la Serbie. Et donc on voit comment progressivement se met en place le mécanisme des alliances. La Russie est un pays qui a passé son temps à essayer de rattraper son retard. Mais le rattrapage du retard à partir de 1885 à peu près est spectaculaire parce qu'elle connaît un rythme de croissance sur une période extrêmement longue qu'aucun autre pays ne connaît. Donc il y a un pays qui est en train d'entrer dans la modernité. En même temps, ce pays connaît une explosion culturelle, artistique, intellectuelle qui est absolument prodigieuse. C'est l'âge d'argent. L'année avant la guerre, Saint-Pétersbourg célébrait les 300 années de règne des Romanov. Capitale d'un empire de 175 millions d'habitants, parlant 47 langues, la ville est née de la volonté de Pierre le Grand d'arracher la Sainte Russie à son passé et de l'encourager à regarder vers l'ouest. Appelée la Venise du Nord, la ville avec ses canaux et ses palais magnifiques symbolisait toute la puissance et la richesse de Nicolas II. Les rêves d'une dynastie ancienne. Saint-Pétersbourg, c'est le lieu d'une culture européenne, c'est la ville de Pouchkine. Saint-Pétersbourg, c'est la ville de Dostoïevski. Ça incarne une autre Russie. Mais bon, c'est d'abord le siècle d'une poésie d'Akhmatova, de cette recherche véritablement d'une poésie qui soit en rupture totale avec ce qui avait été le classicisme jusqu'alors. Ma prière pour ce rayon de soleil, aujourd'hui, sur la fenêtre, pâle, fin, direct. Je me tais dès le matin, le cœur brisé. Les cuivres dans le lavabo ont verdi, mais le soleil joue avec eux, et c'est une joie de le regarder, simple, innocent, dans le silence du soir, dans cette maison vide, une fête dorée, un réconfort. La société poétique, elle a sa propre existence dans les salons pétersbourgeois depuis le XIXe siècle, plutôt qu'autour de la cour. C'est une vie parallèle qui était presque un défi lancé à la cour et à son conservatisme depuis plus d'un siècle. Nicolas II, mal conseillé, essaye de maintenir une tradition autocratique. Mais pourtant ouvre le pays à un début de démocratie en créant la Douma. Dépassé par la première révolution de 1905, il tente de remplir sa mission du mieux possible. Mais en s'isolant dans des conquêtes internationales qui laissent place à une armée qui souhaite la guerre. La religion a tenu une place particulièrement considérable au début du XXe siècle avec Nicolas II. Autant Pierre le Grand avait tenté de l'extirper, de la normaliser, de la reléguer dans le domaine de la vie civile, autant avec Nicolas II, la religion redevient un des critères, véritablement, un des repères du système. Alors, c'est toi qui prétends avoir le pouvoir de guérir les malades? Fais bien attention à ta réponse. Je peux guérir si Dieu le permet. Et surtout si on croit en moi. Je crois en toi. J'ai en toi une confiance absolue. Seulement, il me faudrait l'appui de notre père le tsar.
Qu'est-ce que Raspoutine a représenté dans cette évolution? Je dirais que c'est d'abord un symbole. C'est le symbole d'un certain obscurantisme. Raspoutine a joué un rôle dans le discrédit du système. Il a emmené derrière lui le souverain, sa femme, une petite partie de la cour. La Russie était partagée à la fois entre un mouvement révolutionnaire qui essayait de l'arracher à son passé, incontestablement, entre un système politique qui essayait de préserver quelque chose en sentant très bien que ça craquait de partout, et en même temps qui essayait de se moderniser. Le souverain a été balayé par la Révolution, par le fait qu'il n'a pas compris que le mouvement révolutionnaire existait. Et notamment qu'au début de la guerre de 14, ça il ne l'a pas vu et c'est pire que tout, il n'a pas vu qu'un personnage nommé Lénine avait édifié toute une théorie sur la nécessité de jouer la défaite de la Russie pour pouvoir faire de la Russie un champ révolutionnaire. En décembre 1913, Kazimir Malevich passa du style qu'il appelait lui-même cubo-futuriste à un des gestes les plus radicaux de l'histoire de l'art, le carré noir sur fond blanc. Le peintre se libère alors de toutes les contraintes de la représentation en se jetant dans l'abstraction absolue. La Russie qui entre dans la modernité. La Russie comme paysage rêvé. En 1913, Blaise Cendrars publie avec la peintre Sonia Delaunay ce qu'ils appelaient le livre simultané, la prose du transsibérien et la petite Jeanne de France. À ceux qui lui demandaient s'il avait vraiment pris le transsibérien, Cendrars répondait « Qu'est-ce que ça peut te faire puisque je vous l'ai fait prendre à tous ?» Dis, Blaise, sommes-nous bien loin de Montmartre? Les inquiétudes. Oublie tes inquiétudes. Toutes les gares lézardées obliques sur la route, les fils télégraphiques auxquels elles pendent, les poteaux grimaçants qui gesticulent et les étranglent. Le monde s'étire, s'allonge et se retire comme un harmonica qu'une main sadique tourmente. Dans les déchirures du ciel, les locomotives en furie s'enfuient, et dans les trous, les roues vertigineuses, les bouches, les voix et les chiens du malheur qui aboient à nos trousses. Les démons sont déchaînés. Le 28 juillet 1914, l'Empire austro-hongrois déclare la guerre à la Serbie. La Russie mobilise, l'orage s'approche. Un an avant, en mai 1913, une autre sorte d'orage éclate au-dessus de Paris. Au printemps 1913, les ballets russes de Sergei Diaghilev arrivent pour la nouvelle saison parisienne avec une création de Nijinsky. La musique est composée par le jeune compositeur russe Igor Stravinsky. La première a lieu le 29 mai 1913 au Théâtre des Champs-Élysées. La représentation donne lieu à une émeute, et entre les sifflets des uns et les applaudissements des autres, les danseurs ont du mal à aller jusqu'au bout de la chorégraphie. Dans le public ce soir-là, Debussy, Ravel, Coco Chanel, Cocteau, D'Annunzio et Marcel Proust qui allaient publier à la fin de l'année du côté de chez Swann. On sait que l'année qui a précédé la guerre a été d'un bouillonnement extraordinaire. C'est l'apparition brutale de la modernité poétique avec
avec Sandras et Apollinaire. Et on voit au fond une espèce de tuilage encore, c'est-à-dire qu'avant que la guerre n'arrive, qui va précipiter évidemment brutalement les choses, qui va précipiter le XXe siècle dans la modernité, on voit ce XIXe siècle agonisant, même avec Proust. La réalité que j'avais connue n'existait plus. Il suffisait que Madame Swann n'arrivât pas toute pareille au même moment pour que l'avenue fût autre. Les lieux que nous avons connus n'appartiennent pas qu'au monde de l'espace où nous les situons pour plus de facilité. Ils n'étaient qu'une mince tranche au milieu d'impressions contiguës qui formaient notre vie d'alors. Le souvenir d'une certaine image n'est que le regret d'un certain instinct. Et les maisons, les routes, les avenues sont fugitives, hélas, comme les années. Je n'ai pas de sauveur suprême, ni Dieu, ni César, ni Tréma. Jaurès, qui était le grand leader du socialisme français, qui avait lutté sans fin pour éviter la guerre, comme beaucoup de socialistes allemands ou français, n'était pas prêt à abandonner la défense de la patrie. Il s'agissait de dénoncer la guerre, de tout faire pour l'éviter, mais il ne s'est jamais agi de refuser de défendre un pays lorsqu'il était en guerre. Jaurès dit que le sort de l'Alsace-Lorraine doit rester ouvert, soit qu'elle devienne totalement indépendante, qu'elle retourne à la France ou qu'elle reste à l'Allemagne. C'était l'hypothèse évidemment la plus probable dans ces conditions-là, avec un statut d'autonomie très fort qui aurait ouvert ses relations avec la France. Et Jaurès disait « l'essentiel, c'est d'abord la paix ». L'annexion de l'Alsace-Lorraine à l'Allemagne va être, comme le dira un chef d'état-major de l'armée allemande, un peu plus lucide et une espèce d'anneau dans le nez du taureau allemand. C'est-à-dire cette chose qui empêche totalement une réconciliation franco-allemande ou même des rapports normaux entre la France et l'Allemagne. C'est M. Poincaré qu'est le président de la République. Et c'est M. Cochon, et c'est M. Cochon, et c'est M. Cochon, le président des Champignons. Le jour de l'assassinat de Franz Ferdinand, le président français Raymond Poincaré était aux courses à Longchamp. Après avoir appris la nouvelle, il est resté jusqu'à la fin du programme. Le jour de l'ultimatum austro-hongrois à la Serbie, il était en mer, rentrant de Saint-Pétersbourg, où il essayait de convaincre le tsar de ne pas provoquer les Allemands, sachant que la France n'était pas prête à partir en guerre. Le pont Mirabeau. Sous le pont Mirabeau coule la Seine, et nos amours, faut-il qu'ils m'en souviennent, la joie venait toujours après la peine. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont de demain. Passent les jours et passent les semaines, ni temps passé ni des amours reviennent. Sous le pont Mirabeau coule la Seine. Paris a été, au début du siècle, le centre véritablement d'attraction pour tous les créateurs. Les peintres se rassemblaient autour de la coupole, les musiciens. Il y a eu une véritable hémorragie en direction de la France. Là, je pense que ça a été l'âge d'or, l'âge d'or de la France et de Paris principalement.
Entre Montparnasse et Montmartre, on pouvait croiser Chagall, Modigliani, Fujita, avec Delaunay et Léger, et Braque et Picasso. Avec le cubisme, ces deux derniers poussent encore plus loin cette vision d'un monde déconstruit en fragments, vu de tous les angles à la fois, s'approchant de plus en plus de l'abstraction. Toute la peinture qui s'est faite depuis des siècles, ou la sculpture, en taillant le bloc de marbre, en appliquant des couleurs sur une toile avec l'art de la composition, quand Uccello découvre la perspective et qu'il n'endort plus, etc. Tout ça d'un coup s'écroule en disant ce qui faisait jusque-là un artiste, c'était aussi un savoir-faire. Et Duchamp nous dit que ce savoir-faire-là, il est un peu partout, et que si on le regarde avec une disposition artistique, alors tout peut faire art. Et si tout peut faire art, que devient l'art? Et là, tout le XXe siècle s'est battu avec ça. Si les titres des journaux semblent peu intéressés par l'assassinat de l'archiduc en Bosnie, c'est que l'attention des lecteurs était captée en entier par l'affaire Caillot, dans laquelle la femme du ministre des Finances tue à coups de revolver le directeur du Figaro, qui menaçait d'étaler la vie privée mouvementée du ministre dans son quotidien. Entendre tous les cabots, viens poupoule, viens, quand j'entends des chansons. Elle sera acquittée. Le 31 juillet, un autre coup de feu secoue la France et tue le plus ardent défenseur de la paix entre les nations. La question de la mort de Jaurès, c'est une question évidemment qui a un rôle très important pour l'histoire du mouvement ouvrier, pour le Parti socialiste, mais ce n'est pas quelque chose qui bouleverse les données en termes de relations internationales. Les discours qui ont été prononcés lors de l'enterrement de Jaurès ont célébré en fait l'union sacrée et ont en quelque sorte signé le ralliement du mouvement ouvrier à la défense nationale. La conception des uniformes a été confiée à Paul Poiret, ce qui est une chose extrêmement surprenante. Comme si aujourd'hui, pour partir en Afghanistan, on faisait appel à, je sais pas, aux héritiers de Saint-Laurent. Et cette espèce de glissement très curieux entre la sophistication du travail de Paul Poiret et l'horreur et la brutalisation des hommes portant cette tenue est une chose un peu vertigineuse aussi. Puis, s'arrêtant aussi net qu'il avait surgi, le grondement enveloppant du vent a soudain laissé place au bruit qu'il avait jusqu'ici couvert. C'étaient en vérité les cloches, qui, venant de se mettre en branle du haut de ces beffrois, sonnaient à l'unisson dans un désordre grave, menaçant, lourd, et dans lequel, bien qu'il n'en eût que peu d'expérience, car trop jeune pour avoir jusqu'ici suivi beaucoup d'enterrements, Antime a reconnu d'instinct le timbre du tocsin, que l'on n'actionne que rarement, et duquel seule l'image venait de lui parvenir avant le son. Le tocsin, vu l'état présent du monde, signifiait à coup sûr la mobilisation. Comme tout un chacun, mais sans trop y croire, Antime s'y attendait un peu, mais n'aurait jamais imaginé que celle-ci tombât un samedi. C'est à ce moment que je reviens à mon point de départ, ces paysages du nord d'Angleterre que mon oncle a quittés en 1915 pour aller mourir en France.
Édouard VII est mort en 1910, mais les valeurs et les illusions de l'époque qui portent son nom perdurent encore. Son fils, Georges V, règne sur un pays où deux mondes coexistent sans se toucher. Le monde édouardien, avec ses rallyes mondains, ses courses de chevaux, ses régates, ses grandes maisons à la campagne, vit son dernier été. L'autre monde, celui des millions d'ouvriers qui font marcher les mines, les usines et les chantiers navals, va fournir la chair à canon pour la boucherie à venir. Et c'est de ces chantiers navals de Sunderland qu'est parti mon oncle, l'ouvrier de fonderie George A. Kent. De ces derniers moments de paix, de l'éphémère de l'instant, suspendu dans l'air d'été, c'est le poète anglais Edward Thomas, mort à la bataille d'Arras en avril 1917, qui en parle le mieux. Yes, I remember Addlestrop, the name, because one afternoon of heat, the express train drew up there unwontedly. It was late June. The steam hissed. Someone cleared his throat. No one left and no one came on the bare platform. What I saw was Addlestrop, only the name, and willows, willow herb and grass, and meadowsweet and haycocks dry, no whit less still and lonely fair than the high cloudlets in the sky. And for that minute, a blackbird sang close by, and round him, mistier, farther and farther, all the birds of Oxfordshire and Gloucestershire. Un bouillonnement social secoue l'Angleterre avant la guerre. La lutte des suffragettes pour le droit de vote des femmes d'un côté et la menace réelle d'une guerre civile en Irlande captaient beaucoup plus l'attention de la population que les troubles dans les Balkans. Les lumières s'éteignent partout en Europe. Nous ne les reverrons plus allumées de notre vivant. C'est Edward Grey, ministre des Affaires étrangères britannique, le 3 août 1914. Those long, uneven lines, standing as patiently as if they were stretched outside the Oval or Villa Park. The crowns of hats, the sun on mustached archaic faces, grinning, as if it were all an August bank holiday lark. Never such innocence. Never before or since has changed itself to past without a word. The men leaving the gardens tidy, the thousands of marriages lasting a little while longer. Never such innocence again. Je n'ai jamais su si mon oncle était sur une de ces photos. Tout ce que je sais, c'est qu'il est parti sur un de ces trains, et comme des millions d'autres, il n'est jamais revenu. I'll be home for Christmas. You can count on me. I'll be home for Christmas. If only in my
jamais. Ah